Bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir pour la suite de nos mardis de la chrysalide, où nous allons développer régulièrement différents thèmes. Ce soir, nous parlons des couleurs, l'utilisation des couleurs en thérapie. C'est un sujet, on sent que c'est presque un sujet d'actualité dans la mesure où dans les centres de thalasso, les spas et tout ça, on trouve plein de couleurs. Mais si vous demandez aux gens qui s'occupent de ça, qu'est-ce qui se passe avec les couleurs, la plupart du temps, ils ne savent pas répondre. Donc ça nous paraît intéressant d'échanger autour de pourquoi la couleur peut avoir une telle importance dans le domaine de la santé. Alors, un petit peu d'histoire, ça va nous permettre de réaliser qu'on n'est pas les premiers à faire ça. Ça remonte même à très longtemps, puisque les Égyptiens avaient des temples réservés aux soins par les couleurs. Ils utilisaient des cristaux, dans les airs il y avait plein de cristaux de sortes différentes, et ils avaient des temples avec des fenêtres qu'ils tapissaient de cristaux, la pièce jaune, la pièce bleue, la pièce verte, et ils savaient que les gens qui avaient tel type de pathologie, on les mettait dans cette pièce, il y a beaucoup de soleil en Égypte, et ça leur permet de se traiter. Donc ça fait quand même quelques centaines, quelques milliers d'années. Et c'est les Grecs qui ont hérité un petit peu de la culture égyptienne. Donc après, il y a eu d'autres développements dans cette partie du monde, mais également une autre civilisation très ancienne, c'est l'Inde, et c'est elle qui nous a beaucoup inspiré, qui elle aussi travaille beaucoup avec les cristaux, et c'est elle qui a développé la notion de chakra et d'aura. Et ça, j'y reviendrai parce que c'est à partir de la structure vibratoire du corps humain, de l'aura et des chakras, que nous allons développer notre façon de travailler sur les couleurs. De façon plus contemporaine, vous avez au siècle dernier, au siècle d'avant encore, vous avez un certain nombre de médecins qui se sont intéressés à la couleur. Vous avez compris par exemple que le bleu modifiait la forme du sang, je ne sais plus tout ce qu'ils ont trouvé à l'époque. Et au début du siècle dernier, là, par contre, il y a un médecin indien qui était migré aux États-Unis, qui s'appelle Devyani. Lui, il a repris sa tradition indienne et il a écrit ce qu'il appelle l'encyclopédie des couleurs. Il a fait le lien entre les chakras, les couleurs, les organes, les besoins, avec une approche qui a été reprise par Jean-Michel Weiss, et c'est le point de départ de notre recherche à nous. C'est Jean-Michel Weiss. On va dire que c'est mon père en chromothérapie. Mais de façon contemporaine, la médecine qui actuellement nie l'impact des couleurs sur la santé, l'utilise, mais depuis longtemps. D'abord, il y a un prix Nobel de médecine qui a eu son prix Nobel parce qu'il a montré l'intérêt de la lumière du soleil notamment, dans tout ce qui est infection. Ça a donné, c'est un Norvégien, ça a donné naissance au sanatorium. Les tuberculeux étaient exposés à la lumière du soleil dans les sanatoriums. Mais dans les services de pédiatrie, Jacques, on a bien observé que les bébés qui sont jaunes, on les met souvent bleu. Le bleu, c'est la complémentaire du jaune. Je ne sais pas comment ça s'est trouvé, comment ils ont trouvé que ça pouvait marcher, mais en fait, quand on regarde bien, les bébés qui sont jaunes perdent leur jaunisse sous lumière bleue. Ça, il y a longtemps, ça existe. Depuis, alors, la lumière pour soigner, elle est utilisée aussi sous forme de laser, notamment comme anti-inflammatoire. Quand vous voyez sur les terrains du sport quelqu'un qui se met en torse, qui prend un coup, eh bien, l'un des moyens pour calmer la douleur rapidement, c'est de passer un coup de laser, notamment dans les lasers rouges et infrarouges, parce qu'on sait maintenant que le rouge et l'infrarouge, on sait même où ça agit exactement, ça facilite également des blessures. Je reviendrai dans le chiffre, je peux dire tout de suite, c'est que les Américains, suite aux travaux de Russes, ont montré où agissait le rouge. Ça agit sur le cycle de Krebs, c'est un cycle de biochimie. Ça agit pour les gens qui ont fait des études dans le domaine-là. Dans le cycle de Krebs, il y a ça joue sur un des catalyseurs du cycle de Krebs qui s'appelle la cytochrome oxydase, cytochrome couleur. Et le cycle de Krebs, c'est l'usine de fabrication d'énergie dans la mitochondrie, qui est l'usine c'est la mitochondrie qui fabrique les énergies de toutes les cellules. Donc on sait maintenant que le rouge agit sur cette partie-là. Les autres couleurs, on ne sait pas. Le bleu, ça agit sur le jaunisse, le rouge sur les blessures,
pour l'instant, il n'y a pas d'études exhaustives dites scientifiques qui développent des autres couleurs. Et si ça agit pour le rouge et pour le bleu, il n'y a aucune raison que ça n'agisse pas autrement. Alors, la lumière et les couleurs sont utilisées aussi de façon beaucoup plus brutale, puisque les chirurgiens aujourd'hui utilisent le laser. Le laser, c'est de la lumière. Donc, nos contemporains, ils ont du mal à imaginer, à cause de tous les médicaments qui ont été mis sur le marché, qu'on puisse traiter les gens avec les couleurs. Mais en fait, ça existe déjà depuis très longtemps, même dans la médecine actuelle. Et aujourd'hui, il y a tout un développement qui s'est fait en dermatologie. Vous allez voir sur les salons, vous avez des lampes rouges qui permettent de rafraîchir le teint. Et puis vous avez des flashs de lumière blanche qui permettent aussi de rafraîchir le teint. Après, il y a aussi l'épilation en laser, c'est encore un traitement de la lumière, puisque le laser, c'est de la lumière. Donc la couleur, la lumière, c'est utilisé dans de nombreuses situations. Alors ce que je voudrais essayer de faire, c'est de vous formaliser ça. Comment c'est pensable que la couleur, elle agisse comme ça? Comment la couleur, elle peut interférer avec la matière, avec notre corps physique? Alors là, il y a plusieurs remarques. La première, c'est que la couleur, c'est de la lumière. Alors, la lumière, on ne sait pas ce que c'est. Si vous prenez de la lumière du soleil, vous passez dans un filtre, vous allez décomposer la lumière en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il n'y a pas de magenta dans l'arc-en-ciel. Mais en tout cas, vous avez toutes les couleurs. Vous avez une infinité de couleurs. Donc on sait que lumière et couleur, c'est la même structure. Alors, la lumière, c'est quoi? La lumière, ça fonctionne à la fois comme des vibrations et comme des grains de matière. On peut donner une image si on prend un cylindre. Hein. Vous projetez un cylindre dans deux angles d'un mur. Si vous regardez la projection sur chacun des angles du mur, vous allez avoir deux images différentes. Vous allez avoir d'un côté un rectangle et de l'autre un cercle. Si vous ne voyez que la projection sur les murs, vous vous dites, c'est quoi qui est projeté sur les murs? C'est un rectangle ou c'est un cercle? C'est ni l'un ni l'autre. La lumière, ça fonctionne comme des grains de matière, mais aussi comme des vibrations, et c'est ni l'un ni l'autre. C'est quelque chose de différent. Donc les physiciens aujourd'hui ne savent pas ce que c'est la lumière. Ce qui est rassurant pour comprendre, pas pour notre intellect, c'est bon, mais pour comprendre qu'il peut y avoir un impact entre la lumière et la matière, c'est qu'en fait, dans l'infiniment petit, la matière, on ne sait pas non plus vraiment ce que c'est. Par contre, on sait que dans l'infiniment petit, tout est vibration. Donc, lumière et matière dans l'infiniment petit, on est dans la même structure. Ça rend les choses pensables. Après, je voulais faire une petite excursion dans le domaine des couleurs, parce qu'il a des propriétés assez remarquables. Ce qui est surprenant, c'est que si vous prenez un prisme de couleurs, un prisme dans lequel vous passez la lumière du soleil, vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça, c'est assez remarquable. Et pourtant, on peut faire toutes les couleurs avec trois couleurs en projection. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, vous pouvez les faire avec du rouge, du vert et du bleu. D'ailleurs, ces lampes-là, l'arc-en-ciel qui est en train de circuler, elles sont toutes faites, ça c'est Olivier qui nous réalise ça, c'est notre ingénieur avec ses partenaires. Hein. Il y a toutes les lampes qui font une infinité de couleurs de l'arc-en-ciel, eh bien, elles sont faites avec une lumière rouge, une lumière verte et une lumière bleue. C'est assez étrange quand même de voir qu'il y a une infinité de longueurs d'onde différentes pour allier toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et en même temps, on les fait toutes avec trois couleurs. Vous mettez du bleu et du rouge, vous avez du magenta. Magenta, c'est rose fuchsia. Vous mettez du rouge et du vert, vous avez du jaune. Vous mettez du vert et du bleu, vous avez du cyan. Et selon la proportion que vous faites des différentes couleurs, vous allez avoir, vous mettez deux fois plus de rouge que de bleu, vous allez avoir de l'écarlate, deux fois plus de bleu que de rouge, vous allez avoir du violet. Donc, on peut avoir une infinité de teintes avec trois couleurs. Et on va voir tout à l'heure que, curieusement, on fait toutes les couleurs avec le rouge, le vert et le bleu. Et la structure vibratoire du corps, qui nous permet de comprendre que la couleur est une nourriture pour notre corps, elle comprend aussi trois enveloppes. Rouge, vert, bleu, physique, émotionnel et mental. Alors, les peintres, s'il y en a qui écoutent, les peintres ils disent, mais les trois couleurs avec lesquelles on fait toutes les couleurs, c'est pas le rouge, vert, bleu, c'est le orange, c'est le jaune, le magenta et le cyan. Effectivement, on verra un peu plus tard, là je ne vais pas développer ça, mais on verra que
Les trois couleurs fondamentales matière, c'est le jaune, le cyan et le magenta. Les trois couleurs fondamentales lumière, c'est le rouge, le vert et le bleu. Et l'hexagramme, qui fait partie des moyens de traitement par les couleurs, représente les trois couleurs fondamentales lumière entrecroisées avec les trois couleurs fondamentales matière. On va considérer, si on raisonne en énergétique chinoise, que c'est le yin et le yang, le masculin et le féminin. Et cet ensemble-là semble représenter l'être humain dans toutes ses dimensions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette forme géométrique, à elle toute seule, sur trois couleurs, rayonne d'une énergie qui fait du bien. Qui fait du bien, on peut se recharger. Moi, je me souviens, un jour, j'avais un stagiaire, un curiste, qui devait traverser la France après son CGV chez nous, c'était en pire de l'époque. Il devait traverser la France, il dit, bon, je vais m'arrêter au milieu du chemin, parce que je vais me reposer entre deux, ça fait trop loin. Il a pris un saut de Salomon, un hexagramme comme ça qu'il a mis sous son siège, et il a fait le trajet d'une frette, il n'a pas besoin de s'arrêter, sauf bien sûr pour les commodités. C'était un des exemples, on peut s'en charger, et ceux qui expérimentent en stage, on peut aussi recharger des aliments, recharger des boissons, on peut dynamiser, comme si on pouvait rendre vivant beaucoup de choses. Donc ça, c'est un petit dérivé sur les trois couleurs fondamentales lumière et matière. On y reviendra parce que il y aura un atelier sur se connaître par les couleurs, et je crois que c'est le suivant. Et là, on va jouer sur quelle est la différence entre les couleurs fondamentales matière et les couleurs fondamentales lumière, et comment on va utiliser l'un ou l'autre pour se connaître davantage. Parce que dans la chromothérapie, on parle même de chromobiologie parce que les couleurs n'est pas utilisées que dans la thérapie. La chromobiologie, c'est les sciences des couleurs au sein de vie vivant. La chromothérapie, c'est les couleurs au service de la santé, pour soigner les gens. Eh bien, on a deux versants dans la chromobiologie ou la chromothérapie. On a le versant symbolique des couleurs, ça on y reviendra la prochaine fois, qui permet de se connaître, et il y a le versant thérapie par les couleurs, c'est ce qu'on va développer là ce soir. Pour développer comment se traiter par les couleurs, je fais une digression par la structure vibratoire du corps. Ce sont les Indiens là, qui ont le plus parlé de, en tout cas dans les cultures contemporaines, de ce qu'ils appellent l'aura. L'aura, c'est une structure vibratoire qui entoure le corps, qui est très très variée, c'est très complexe, hein, mais on peut la décomposer en éléments de base qui sont notamment ces trois enveloppes. Je ne vais pas détailler plus que ça, parce que c'est plus complexe que ça. Mais il y a trois sortes de bulles concentriques autour du corps physique. Donc, je la répète comme si ça correspondait aux trois couleurs fondamentales, lumière, rouge, vert, bleu. Et la première enveloppe, elle est reliée au bassin. La deuxième enveloppe, elle est reliée au chakra du cœur. La troisième enveloppe, elle est reliée à la tête. Rouge, vert, bleu, physique, émotionnel et mental. C'est comme si notre corps était composé d'un physique pour entrer en relation et intégrer les expériences. Rouge, vert, bleu, physique, émotionnel et mental. C'est pas vraiment ça que je vais développer tout de suite. Mais ces enveloppes, n'importe qui est capable de les percevoir. Donc c'est une réalité. Non seulement on peut les percevoir, soit la sensation dans la main, hein, si vous passez la main, vous l'approchez du corps, à un endroit particulier, précis, vous avez une sensation dans la main qui est comme du chaud, du froid, un frémissement, un fondement, il y a quelque chose qui se passe. Les enfants, ils sentent ça très très vite. Il y a d'autres façons de les percevoir. On apprend ça en stage. En tout cas, c'est accessible aujourd'hui à tout le monde. Ceux qui ont le plus de mal, c'est les universitaires, notamment les médecins, parce qu'ils ont du mal à imaginer que ça puisse exister. Mais les enfants, à partir de 7-8 ans, tant qu'on leur explique, ils sentent ça très bien. Ils voient ça sur les salons, on leur montre, et même ce que rééquilibrer à leurs parents, le font pratiquement en séance sur le salon. Donc, ces trois enveloppes, tout le monde peut apprendre à les repérer. Or, ces enveloppes ont des propriétés particulières. On dit qu'elles sont conscientes, intelligentes et sensibles. Elles sont capables d'appréhender la réalité immédiatement, sans passer par l'analyse ni la verbalisation. Si vous présentez un produit à l'enveloppe, un aliment, une boisson, un médicament, si le produit est bon pour la personne, l'enveloppe s'élargit en regard de l'endroit où on présente le produit. Si le produit n'est pas bon pour la personne, l'enveloppe se rétrécit en regard de l'endroit où on présente le produit.
elle s'élargit ou se rétrécit, d'autant plus que l'impact du produit sur la personne est important. Un aliment qui sera très bon pour la personne va élargir beaucoup son enveloppe à cet endroit-là. Un aliment qui est très mauvais pour la personne va beaucoup rétrécir son enveloppe. Ça va permettre de choisir un aliment, d'adapter un régime alimentaire, de vérifier l'impact d'un médicament, d'ailleurs que ce soit de l'allopathie ou de l'homéopathie. Ça va être une utilisation possible. Et on commence déjà à pressentir qu'on va pouvoir choisir de cette façon-là une couleur. D'autant que ces enveloppes sont vraiment une forme de conscience avec lesquelles on peut développer, parce qu'on expérimente ça en stage, on n'a pas besoin d'avoir l'élément, le produit dans la main, pour avoir l'information, il suffit de penser. On mesure l'enveloppe, on pense l'impact d'un produit sur une personne, un aliment, un médicament, une couleur, et bien l'enveloppe s'élargit sur le classique comme si on présentait le produit. Donc on a affaire à une véritable forme de conscience. Ce qui me permet d'évoquer l'hypothèse, qui pour moi est une certitude, que, contrairement à ce que veut nous faire croire la science actuelle, qui voudrait nous faire croire que la conscience est une évolution de la matière, c'est l'inverse. La conscience est à l'origine de la matière. Et donc aujourd'hui, je pense que nous sommes une parcelle de la conscience universelle qui prend corps pour s'expérimenter dans la matière, et elle prend corps à partir des enveloppes énergétiques, comme si c'était un intermédiaire entre les deux. Et les enveloppes énergétiques sont donc le moyen pour le corps de se densifier, comme si le corps devenait une densification du corps vibratoire. Et ce que dit David Bohm, qui est un neuroscientifique américain, il dit que le corps physique, c'est de la lumière condensée. Comme la glace et l'eau, si vous voulez. La lumière, le corps physique serait à la lumière ce que la glace est à l'eau. Une densification. Et moi j'ajoute, et ça me regarde, hein, que c'est une densification à partir du corps vibratoire. C'est-à-dire que ce n'est pas le corps physique qui rayonne du corps vibratoire, le corps physique est issu du corps vibratoire. Et la couleur peut être comprise du coup comme une nourriture du corps vibratoire, et comme ce corps vibratoire gère et génère le corps physique, finalement tout est possible, à la fois sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur le plan mental, en travaillant les enveloppes. Et ça, c'est une des grandes caractéristiques de notre façon de travailler avec les couleurs, c'est de travailler dans la structure vibratoire. Si bien que des gens peuvent être surpris par rapport à d'autres thérapeutes de chromothérapie, qu'on peut traiter les gens avec leurs amis, puisqu'on travaille sur la structure vibratoire. On n'est pas enfermé dans les amis, les structures vibratoires. Donc ça, c'est vraiment l'une de nos grandes particularités. Travailler dans la structure vibratoire. Ça, je vous expliquerai tout à l'heure comment. Donc quand on a compris ça, on commence à pressentir que la couleur peut avoir un rôle important. Alors à ce moment-là, quelles sont les grandes façons de travailler en chromothérapie, l'utilisation des couleurs? Là, vous avez la façon que je vais qualifier de médicale, qui a été développée beaucoup par le docteur Agrapin, qui est un médecin psychiatre qui exerce à Melun, il était en retraite, mais maintenant, je pouvais continuer à faire des formations. Je dis que c'est une façon à peu près assez médicale de voir les choses parce que il va travailler en analytique symptomatique. C'est-à-dire qu'il va partir d'un problème de santé et puis il va dire, tel problème de santé, si on réfléchit avec lui, il utilise l'énergétique chinoise, si on réfléchit, on va traiter cet organe avec telle couleur. Exemple, si on prend une brûlure c'est du chaud, il y a deux types de raisonnement. Soit on va appliquer une couleur froide, le turquoise, c'est-à-dire l'argile verte qui traite bien les turquoises. Le turquoise, c'est une couleur froide. Ou alors on va utiliser une couleur chaude qui va obliger le corps à fabriquer la complémentaire qui va devenir une couleur froide. On peut traiter la brûlure avec du orange. Voilà, on raisonne. Pour une brûlure, c'est facile. Mais pour la plupart des problèmes de santé, ça devient très très compliqué. Et il y a tout un processus de raisonnement qui est assez difficile. Et l'une des difficultés, c'est que quand on connaît bien, par exemple, quand on connaît bien l'acupuncture, si on fait un raisonnement faux, parce que ça arrive à tout le monde, et qu'on est sûr de faire du bien à la personne avec une couleur sur tel point d'acupuncture qui prend un point de pénétration important, on peut faire des dégâts. Parce que quand on connaît bien,
ça j'ai des exemples comme ça, et du coup, ça rend les choses difficiles à corriger, parce qu'on ne sait pas très bien où ça va coincer. Bon. Ça, j'ai des exemples qui permettent de valider aussi notre façon de travailler, parce que cette façon-là, elle est difficile à maîtriser, alors que la façon que je vais vous présenter, elle est beaucoup plus simple. La façon que nous utilisons, elle a deux parties principales. La première, c'est, si vous avez compris que les couleurs, c'est une nourriture pour le corps vibratoire, eh bien la couleur, elle va fonctionner comme l'alimentation. Si vous aimez bien l'aliment, quand vous êtes bien centré, c'est la base de la stactothérapie, ce qu'on appelle l'anoxologie, c'est-à-dire l'utilisation du ressenti pour choisir ces aliments. Un aliment que vous aimez bien, vous fait du bien et vous apporte ce dont vous avez besoin. Évidemment, quand on est drogué ou en hamburger ou tout ça, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil. Mais quelqu'un qui est bien centré, et on le voit avec les enfants. Hein. Nous, on avait un fils quand il commençait avec l'infection, il mangeait que des lentilles ou que des concombres. Et puis bon, en 48 heures, c'était terminé. Il avait compris qu'avec ça, il se corrigeait. Donc, pour les couleurs, c'est la même chose, mais ça concerne le corps vibratoire. C'est-à-dire, a priori, une couleur que l'on aime bien correspond à un besoin dans sa symbolique. Donc, ça va aussi nous aider à savoir de quoi on a besoin, donc à se connaître un peu plus, on verra la prochaine fois. Et il nous fait du bien. Alors ça, c'est l'objet du test des couleurs, le chromotest qu'on fait ici dans la lecture. Hein. Et là, on va partir de toute une planche une fois les 12 couleurs informatisées. Dans le désordre, les gens choisissent les couleurs qu'ils préfèrent, et on jette celles qu'ils aiment au moins, et du coup, on va pouvoir établir un cycle de couleurs adapté à ce test-là. Ça reste en partie lié à un raisonnement, puisque c'est nous qui avons établi un cycle de couleurs à partir du test. Avec l'expérience, on s'est dit, si la personne elle choisit telle et telle couleur, alors je vais telle et telle couleur, en prenant la couleur et sa complémentaire, en prenant le dominant des couleurs que je préfère, on a établi un cycle, et par l'expérience, on s'est aperçu que ces cycles-là fonctionnaient bien. Mais donc, il y a la part perception, le goût des couleurs qu'ont les personnes, et puis la part traitement adapté à ça, qui, elle, a été raisonnée et expérimentée. Mais il y a plus simple que ça. Ceci dit, pour appliquer ça, chacun d'entre vous peut le faire. Hein. Il suffit par exemple de choisir sa décoration pour ce qu'on aime bien dans la maison. Il suffit de choisir les vêtements, avoir une gamme de vêtements suffisamment variée, des couleurs variées, pour dire le matin, tiens, je vais mettre mon pull vert, mon pantalon jaune. Bon. Si vous êtes bien centré, ça va être harmonieux. Si vous ne l'êtes pas, ça va peut-être faire un peu quelque chose. Mais ce qui est, ça aussi, on reverra la prochaine fois, mais le fait que les gens osent s'habiller en couleur dit quelque chose d'eux aussi. Ça nous permet aussi d'établir un contact, une personne qui est de telle ou telle couleur, on n'attendra pas forcément de la même façon que si on a une couleur. Donc ça, c'est une façon applicable par tout le monde. On peut aussi choisir des aliments en couleur. La carotte, ça vous stimule le désir, enfin ça donne de la jolie, par exemple. Les couleurs bleues, les aliments bleus, ça va plutôt avoir tendance à nous allumer. La nourriture jaune, il y a pas mal de nourriture jaune. Le jaune, c'est le côté digestif. Vous voyez sur les structures vibratoires. Bon. Alors, pour aller plus loin dans notre façon de travailler, je vais vous compléter les descriptions des structures vibratoires avec ce qui est connu par les Indiens, qu'ils appellent les chakras. Il y a une colonne de lumière qui monte très haut dans le ciel, qui descend très loin dans le sol, qui d'ailleurs se divise en racines dans le sol, et sur cette colonne de lumière viennent se greffer des vortex, une sorte de vis énergétiques, qui font le lien entre les énergies internes et les énergies externes du corps. Alors, il y a combien de couleurs dans l'arc-en-ciel? Le piège, ici. Vous avez entendu tout à l'heure. 7. On n'a pas 7. Il y a une infinité. Mais on voit 7 grandes teintes différentes. Les Indiens, ils ont repéré ça aussi. Et ils ont, pédagogiquement, je pense, repéré 7 chakras. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Rouge, orange, jaune, vert, science, bleu, violet. Voilà, les 7 chakras. Mais en fait, il n'y a pas 7 chakras. Un chakra, c'est un vortex qui se met en route
pour faire un échange d'énergie entre l'intérieur et l'extérieur. Si on parle du chakra jaune, par exemple, c'est quelle taille de vortex? C'est un jaune très pâle, c'est un jaune qui va plutôt vers le rouge, c'est un jaune qui va plutôt vers le vert, c'est un jaune qui balaye du presque orange au citron. Tout est possible. Et puis vous pouvez avoir le chakra digestif qui fonctionne en même temps que le chakra des ovaires, en même temps que vous réfléchissez. Il peut y avoir 3, 4, 5, 6 chakras qui fonctionnent en même temps. Et quand on va traiter les gens, en fait, très souvent on va passer par les chakras, puisque c'est une zone de pénétration particulière, d'échange particulier. Mais en fait, on va créer le chakra utile à cet échange. En fonction des besoins de la personne, on va mettre en route un vortex d'échange de couleurs ou d'autres énergies, mais là on parle plutôt de la chromothérapie des couleurs. Alors ça aussi, nous sommes un peu hérétiques par rapport à l'Ayurveda, parce que le yoga c'est 7 chakras, donc en fait, nous on en a mis 12, pourquoi? On a mis 11 chakras, pourquoi? Pour revenir à ça, Gandhi, le médecin indien, sur son hexagramme, il a mis les 7 chakras. Mais il y a 12 pointes, il y a 6 pointes et puis 12 et 6 intermédiaires, il y a 12 couleurs sur l'hexagramme. Donc il a été obligé de bricoler un petit peu sur les autres couleurs, ça correspond à quoi? Là, on a rationalisé les choses. C'est-à-dire que on sait que le magenta n'est pas dans l'arc-en-ciel, mais qu'on a la bande arc-en-ciel, avec la lumière du soleil. Il a refermé ce qu'on appelle le cercle chromatique. Le cercle chromatique se plie à partir du vert, qui est au milieu de l'arc-en-ciel, et se referme sur le magenta, qui est la complémentaire du vert. Je ne vais pas détailler sur les couleurs complémentaires, mais sur l'hexagramme, les couleurs complémentaires sont en opposition. Les deux couleurs complémentaires, en fait, s'harmonisent, on va dire. On va pas dire qu'elles se neutralisent, parce que les deux couleurs complémentaires, en lumière, ça donne du blanc, et en métal, ça donne du noir. C'est pas vraiment une neutralisation, c'est une harmonisation. Parce qu'il n'y a pas de côté négatif dans cette histoire-là. Donc, j'en étais où là, Oui, donc pourquoi on a mis 12 couleurs, mais 11 chakras seulement? Parce que le magenta, finalement, fait le lien entre toutes les couleurs. Si vous fermez sur le magenta, ça veut dire qu'il va relier toutes les couleurs. C'est pour ça qu'on l'a mis tout autour, et on a fait la colonne comme ça, magenta. Et ça, c'est pédagogique. Ça vaut tout le temps. Et on a mis les 11 couleurs, on s'aperçoit qu'en fait, si on est réparti sur les organes correspondants, ils sont équidistants. Donc, pédagogiquement, c'est quelque chose qui est assez logique, qui est assez cohérent. Sauf le cyan, sauf l'indigo qui est normalement le troisième œil, mais si on le met comme représentant tous les organes d'essence au niveau de la face, donc à la large vortex, on s'aperçoit qu'ils sont tous équidistants. Alors pour l'esprit, moi j'ai trouvé que c'était satisfaisant, alors on a sorti cette planche-là. Mais ça reste très pédagogique, parce qu'il peut y avoir 15 chakras, 25 chakras, il peut y en avoir 3 qui fonctionnent, tout est possible. Mais alors, dans les traitements énergétiques, quelqu'un qui nous dit qu'il ouvre les chakras, ça, c'est pas une expression que je trouve juste. On n'ouvre pas les chakras. On peut dynamiser un vortex, on peut libérer quelque chose, mais un chakra est ouvert quand l'organe, ou la partie d'organe qui lui correspond, rentre en relation avec l'extérieur. Se met à fonctionner. Donc, dire qu'on va, si l'organe est bloqué effectivement en traitement, on peut libérer l'organe, on peut donc relancer la possibilité du vortex, mais pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose de dire je vais ouvrir l'un des 7 chakras. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Si vous voyez un petit peu la nuance. Et de toute façon, la façon dont on travaille, on n'a pas cette volonté d'ouvrir quoi que ce soit. On a une façon de travailler qui se met en système avec la personne. C'est là que je vais vous développer maintenant. En mettant en lien le fait qu'on est capable de créer un vortex et le fait que la couleur, c'est une nourriture pour le corps vibratoire, et que ces 3 enveloppes, c'est une forme de conscience avec laquelle on peut dialoguer, on va développer une chromothérapie intuitive, perceptive, intuitive. On va pouvoir se mettre en relation avec la personne que l'on veut traiter, grâce à la conscience de ces enveloppes. On va pouvoir lui demander, comme si on lui demandait, quelle couleur tu veux que je te passe, à quel endroit, sur quelle enveloppe, en fonction de là où tu en es, de là où j'en suis et du choix qu'on peut faire ensemble. Alors, concrètement,
je n'ai pas pris le petit de couleur pour vous montrer, mais on n'est pas très bien installé pour ça. On va prendre un jeu de couleurs. On va prendre un jeu des bouches couleurs, parce qu'ils m'ont parlé avec les bouches couleurs, juste avec des filtres, ça marche très bien. Et puis on va, soit avec la perception à la main, comme pour chanter les enveloppes, soit avec la perception au pouls, qui est une façon aussi de repérer les enveloppes. Quand on traverse une enveloppe, rapidement, on a un rebond au pouls, qui nous permet de repérer où est l'enveloppe. Et on peut faire pareil pour choisir une des bouches couleurs. On approche ce filtre de couleur de l'enveloppe à l'endroit où on a repéré. Si on a bien choisi, l'enveloppe va s'élargir à cet endroit-là, et en s'élargissant, ça crée une sorte de tube dans lequel la couleur passe. Et quand on fait ça, quand on a le filtre dans la main, je vous montre avec un filtre tout à l'heure, quand on fait un mouvement un petit peu de spirale avec la main, on va s'apercevoir qu'on ressent dans la main comme si on tournait une cuillère dans une pâte à crêpes. Et tant que la couleur elle passe dans ce tube, on sent cette densité comme dans l'éclair dans la pâte à crêpes. Puis à un moment donné, pof, c'est comme si on passait dans l'air, et là on sait qu'on a fini de passer cette couleur-là. Alors pour vérifier, c'est facile. Hein. On mesure l'enveloppe, on représente le filtre de couleur. Si ça élargit plus, c'est que c'est fini à cet endroit-là. On peut chercher une autre couleur. À quel endroit, sur quelle enveloppe, une troisième couleur, on arrête quand on sent couleur. Donc ça, c'est une façon extrêmement simple. Un enfant à 7 ans, il apprend en 10 minutes, allez, il faut qu'il comprenne. Un universitaire, c'est beaucoup plus long. Des fois, il n'y arrive pas. Je me souviens à l'histoire d'épouse, il y avait un professeur de cardiologie universitaire qui était capable de sentir la vibration du tricuspide de l'oreille, enfin vraiment un truc. Mais quand j'ai voulu faire prendre le pouls, parce qu'il faisait confiance, il m'envoyait sa femme. Un jour, il est venu avec sa femme, et j'ai essayé de lui faire prendre le pouls à la station de travail, il n'a jamais pu le prendre. Alors qu'il était ouvert, enfin, il essayait de sentir comme il n'a jamais pu le sentir. Donc, c'est compliqué pour des gens qui ne peuvent pas imaginer que ça existe. C'est pour ça qu'on a valé ça pour les enfants, parce que c'est tellement simple, cette perception intuitive. Et du coup, ça nous donne la position de l'enveloppe, et c'est la position de l'enveloppe qui va, le déplacement de l'enveloppe qui va nous donner les autres informations. Et puis la sensation dans la main. Donc ça, c'est une façon extrêmement simple de procéder. Et très précise, puisqu'on est en système en thérapie. C'est vraiment comme si, je le répète, hein, on demandait à la personne, sur le plan de la conscience de ces enveloppes, qu'est-ce que tu veux que je te fasse en fonction de là où tu en es, de là où j'en suis, du chemin qu'on peut faire ensemble tout de suite. Donc ça, c'est une façon de faire. Alors, on a simplifié les choses encore. J'ai oublié mon petit château encore plus tard, ou en améliorant. Et ça va permettre de montrer un petit peu, de faire une démonstration avec juste un petit peu de couleur. Parce que, plutôt que de, ça c'est Jean-Michel Bach qui a eu cette idée-là, plutôt de prendre 12 filtres de couleurs, parce que déjà une pharmacie, pas très lourd, hein, on peut déjà faire beaucoup de choses avec ça. Et Jean-Michel Bach a voulu simplifier les choses en mettant toutes les couleurs sur le même support, avec une forme géométrique, par exemple l'hexagone, par exemple le saut. Et on n'est même plus obligé de chercher quelle couleur, il suffit de chercher à quel endroit, sur quel endroit. Et voilà, merci Monique. Voilà, c'est une spirale, tout simplement, c'est une spirale. Donc il suffit simplement de repérer, moi je le fais facilement au coup, à quel endroit, sur quel endroit, est-ce que quelqu'un veut venir se faire expérimenter ça? Il n'y a pas de risque, hein. Le risque c'est d'être sur la photo. Hein. Le risque c'est d'être sur la photo. Voilà. Donc moi je prends le pouls, hein, parce que pour moi c'est un moyen très simple de sentir les choses. Hein. Si je regarde, c'est comme si je te demandais, encore une fois, quelle couleur tu veux. Donc je regarde, j'ai pas la planche, voilà, je vais dire comme ça, quelle couleur tu veux que je te mette? Hop, du orange. À quel endroit? Je le mettrai ici, hop, ça c'est rebond pouls, et sur quelle enveloppe? Je vais ici, première enveloppe. Mais là, je n'ai pas les filtres de couleurs. Donc je vais faire plus simple que ça, plutôt de prendre du orange, je vais chercher à quel endroit je connais la spirale, je vais la mettre au même endroit, et sur quelle enveloppe je repère ton enveloppe. Elle arrive là, là vous êtes obligé de me faire confiance. Hein. Et là, j'approche la spirale et je vois que l'enveloppe s'élargit. Mais quand ça se passe, c'est vrai les objets, ça crée un tube dans lequel la couleur dont elle a besoin, harmonisée avec les autres, rentre pour aller s'installer où il y a besoin. Moi, je n'ai même pas besoin de savoir où elle va, c'est elle qui va se débrouiller avec ça. Et là,
moi, je sens le cuir dans la pâte à crêpes. Et les femmes, souvent, elles sentent assez bien ce qu'on leur fait. Je ne sais pas si toi tu vas sentir. Puis après, bon, on fait salé, on laisse avancer, reculer. Le paradoxe, c'est que c'est des simplicités déroutantes. Hein. C'est ça, une fois qu'on a commencé, c'est des simplicités déroutantes. Et à un moment donné, hop, je vais pas aller au bout parce que on s'aperçoit qu'on est en système aussi tous ensemble. Et tous ceux qui se connectent sur nous en profitent. Et donc ça peut durer un moment. Mais à un moment donné, hop, c'est comme si j'étais dans l'air, et là je peux chercher un autre endroit. Un autre endroit, là ça serait par exemple sur les genoux, et sur le premier endroit. Il y a juste avec le cou, mais ça va être pareil avec la sensation dans la main. Hein. Hop, s'élargit un peu, pas beaucoup. Et là, les couleurs, elles vont rentrer par ces fils, et elles s'installer où elles besoin. Hein. Voilà un petit peu, c'est une façon extrêmement simple de travailler, et qui est remarquablement efficace. Parce que des exemples, j'en ai pas mal, dont des exemples montrés par d'autres, notamment il y a un organisateur de conférences qui m'avait fait venir en Bretagne, du côté de Vannes, qui a donc participé à des conférences et puis qui a participé aussi à un autre atelier. Et à une des conférences, il explique au public qu'un jour, il avait une extinction de doigts, et le soir, il avait une conférence. Il était un petit peu embêté. Comme il avait écouté ce que disait, puis j'ai un peu confiance, c'est bizarre, mais il était confiance. Il s'est mis au soleil, il a mis le filtre comme ça, un modulor, comme ça, la bouche ouverte pendant quelques minutes. Le soir, il avait récupéré sa eau. Il a une autre anecdote, il dit je suis parti me promener dans un pays d'Est en Cap, j'avais beaucoup d'heures de voyage, j'étais à côté d'une grand-mère, on a échangé, on a discuté beaucoup, et puis on parlait un peu de couleur, je lui sors un modulor comme ça de ma poche, c'est lui qui raconte ça. Hein. Et puis, je lui fais sentir, il prend sa main, puis je lui fais sentir les couleurs dans la main. Elle prend le truc, elle prend l'objet, et puis elle continue. Ça dure longtemps. Et au bout d'un moment, elle dit, mais vous sentez quelque chose? Elle dit, non seulement je sens quelque chose, mais j'avais mon doigt bloqué et douloureux, et il est revenu. La grand-mère, elle ne connaissait rien, hein. Simplement, elle a un autre exemple aussi qui est assez étonnant, c'était sur une conférence sur un salon. À la fin, un monsieur vient me dire que j'ai une épine calcanéenne, ça fait des mois que j'ai mal dans ce corps. Est-ce que je pourrais mettre un soutènement sous mon talon? Je lui dis, on peut essayer, de toute façon, c'est pas très gênant. Mais mettez-en un de chaque côté pour pas déséquilibrer. Et bien, 3 heures après, il me dit, je marche depuis 3 heures, j'ai plus mal à mon talon. Alors, je sais pas comment ça a duré, hein, mais c'est pour dire que donc, le sommet de ces exercices-là, j'en parle souvent à parce que c'est quand même dans la vie de conférence, tu dois y avoir dans la formation en ligne, tu dois y avoir, c'est ce fameux épisode dans un avion où je revenais de Montréal, j'avais formé l'équipe de Miss Bourbeau, que vous connaissez, certains d'entre vous, je suppose, et à la chromothérapie. Et en revenant, la charmante épouse, elle revient du fond de l'avion, et elle me dit, tu sais, il y a un monsieur qui va pas bien, j'ai prévenu que tu étais médecin, on peut venir te chercher. Effectivement, on est venu me chercher pour me conduire à un monsieur qui était 70 ans, quoi, puis voilà, qui parlait plus et qui se paralysait à côté. Ça ne se sentait pas très bien. Hein. Il y a une musique pas très compliquée, n'est-ce pas? Accident vasculaire, c'est même pas de problème. On m'amène à être aux urgences, je prends la tension, 32 quarts de tension. Un diagnostic facile, effectivement. Je dis, on pourrait peut-être trouver un médicament pour la tension. Voilà, il y avait une boîte pour la tension, un médicament pour la tension dans la truc d'urgence, mais elle était vide. Puis on pourrait peut-être faire une annonce au micro. Maintenant, il ne faut pas déranger les gens qui dérangent. Ils préfèrent détourner la lumière que de réveiller les gens qui dérangent. Bon, je n'ai pas compris non plus. Alors, je ne me suis pas dégonflé. Là, je suis fier. J'ai sorti de ma pochette d'épargne-bancaire à ma pharmacie. Un truc comme ça. Et j'ai commencé à traiter. Imaginez quand même la scène. Poisson personne, des petites lumières, puis je perds le qui avait des chavals à la valeur, je vais bien. Moi, je suis fier, mais à l'époque, j'étais un peu comme ça. La femme me dit, alors lui, il m'engueule. Je dis, ouais, moi, je suis un scientifique, hein, ouais. C'est une autre fois. Il parlait encore. Justement, non, il parlait plus. Il servait à parler. Il me dit, je suis un scientifique, j'ai mieux prendre les appareils de sang chez Kodak. Comment est-ce que vous voulez que je fasse ce que vous faites? Il n'y a même pas de lumière derrière. Vous comprenez, c'était assez dantesque. J'ai dit, mais vous parlez?
Il dit, bah, c'est ça va bien. De toute façon, si ça marche, c'est une coïncidence. Si ça marche pas, vous n'êtes pas là pour en causer. Sa femme est gentille, s'occupe de toi, si c'est pas bien, fait toujours pas mal. Vraiment, la scène, le sketch, quoi. Le sketch. Un quart d'heure après, il avait 15 de tension, il avait tout récupéré. Et une demi-heure après, il avait tout récupéré. Un quart d'heure après, il a tout engueulé. Et une demi-heure après, il avait tout récupéré. Il avait 15 de tension. Il a fini son voyage tranquille. Je sais pas s'il est devenu après. Il n'a pas fait appeler l'ambulance. C'est invraisemblable comme histoire. J'ai appris après par un chef de service, le fameux chef de service de cardiologie, dont je parlais tout à l'heure. J'ai posé la question. Il m'a dit une poussée de tension à plus de 30, c'est une artérielle qui se bouche. Les médicaments ne marchent pas. Et ça s'est dégagé avec ça. Une artérielle qui se bouche, ça m'a fait penser après ce que j'ai ressenti. J'ai beaucoup travaillé à cet endroit-là. Tu vois un petit peu la localisation, en dessous de mon bruit. Et c'était vraiment, c'était pas de la plaque lactate, c'était de la purée. Hein. C'était d'une densité impressionnante. Et à un moment donné, pof, comme si un bouchon se coupait. Donc je me suis dit, après, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le bouchon qui a sauté. Parce que c'était impressionnant, pendant quelques minutes, réussir à faire ça. Alors après, quand même, pour clore le tout, je me suis rassis à côté de ma charmante épouse, qui m'a dit, tu sais, pendant ce temps-là, j'ai prié Saint-André, patron de l'histoire de Montréal, et c'est toi qui as fait le boulot. Ça, c'est une belle coïncidence. C'est assez génial. Donc, ça, c'est une façon de traiter qui est. Bon, j'ai des exemples, j'en ai plein. Hein. Moi, j'ai ça dans ma pharmacie. Quelqu'un s'est mon torse, je traite avec ça. Hein. Si c'est pris tout de suite, ça va très très vite. Une angine hypnotique, bah, ma fille peut en témoigner, on arrive à traiter rien qu'avec ça. Et ça soulage souvent très très vite. Donc, lui, elle est cachée dans un coin, et elle n'en perd pas une. D'ailleurs, elle est tellement confiante dans ça que maintenant, elle s'est mise à faire de la chronothérapie aussi, là où elle s'est installée à Rennes, et puis en même temps ici. Donc voilà, le relais est assuré déjà par la jalousie. Bien. Alors après, vous avez des lampes à derrière. Vous avez une lampe là. Ça, c'est le travail d'Olivier, si vous savez. Un jour, bon, j'avais un ingénieur qui travaillait en collaboration avec moi pour mettre au point le matériel de traitement par les couleurs et la musique, qui a pris sa retraite, il s'appelait Jean Boucher. Puis un jour, on a présenté Olivier bien Calvès, vous l'avez pas vu, mais vous le verrez certainement de temps en temps. Une grande baraque un peu bronzée, les cheveux un peu assis quand j'ai rencontré, c'était vraiment impressionnant. Il me dit, c'est qui celui-là? Il me dit, bah écoutez, ce que vous faites, ça m'intéresse un peu. Dites-moi ce que vous voulez, puis je vais voir si je suis capable, je vais vous montrer ce que je suis capable de faire. Bon, il n'y avait pas de risque. J'ai répondu à ça. J'ai dit, bah voilà, on voudrait faire un cycle de couleurs, des couleurs sous forme de cycle. Déjà, si vous faites ça, c'est bien. Alors, des cycles de chacune des couleurs, et puis un cycle arc-en-ciel, puis un cycle blanc qui donne le truc qu'on faisait déjà. Et comme on n'a plus de matériel, si vous pouvez nous réaliser ça. Alors, non seulement il a fait ça en 15 jours, il n'avait pas les modèles, hein, mais en plus, il a été plus loin que ça. Alors, à un moment donné, je lui ai dit, bah, on pourrait peut-être faire carrément des éclairages de lampes thérapeutiques, puisque tu es capable de faire ça pour la quête avancée. Alors, du coup, il a développé toute une partie lampe de chromothérapie, à la fois pour les professionnels et pour les gens du public, ceux qui ont compris l'intérêt de la couleur. Et là, ce qui donne beaucoup plus de puissance encore à l'outil, en plus de la précision, c'est le fait justement de faire des cycles de couleurs. C'est-à-dire plutôt que de faire une couleur en continu, ça c'est la méthode de la plupart des chromothérapeutes, hein, c'est d'envoyer une couleur, éventuellement derrière un cristal, voir 7 couleurs derrière les 7 cristaux, ou derrière 7 cristaux par chacun. À un moment donné, c'est une erreur. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de toutes les couleurs, et puis repérer laquelle est la plus utile, c'est pas évident du tout. Moi, je considère que c'est pas la plus facile à faire. Mais le fait de faire un cycle de couleurs, par contre, ça donne de la puissance à l'outil, et en même temps, c'est comme si, il parle d'orchestration de couleurs. Comme s'il mettait la lumière en musique. Et si vous mettez une note de musique, ça va finir par être désagréable. Hein. Alors que si la même dominante, vous l'enveloppez avec une mélodie, elle va faire du chemin, elle va faire le même chemin thérapeutique, si c'est de la musique thérapeutique, mais elle sera beaucoup plus agréable. C'est comme une plante. Vous prenez une plante, le totem de la plante, elle va être plus efficace, le totem de la plante va être plus efficace que le principe actif. Alors là, la biologie essaie d'extraire les principes actifs, mais en fait, on ne fera jamais mieux que la globalité de la plante. Et bien là, c'est pareil pour les couleurs. C'est-à-dire que si,
on fait un cycle de couleurs qui va être fait par sa couleur, la couleur dominante, sa complémentaire, et l'alternance entre la couleur dominante et toutes les couleurs de l'hexagramme. En plus, on respecte le nombre d'heures dans la proportion entre les couleurs. On monte en fréquence, c'est-à-dire qu'on ne voit pas que c'est un cycle de couleurs, mais on a des outils qui sont d'une puissance assez étonnante, comme Jacques a pu repérer avec le petit stylo, maintenant j'utilise ça tout le temps. Bah, tu vas justement récupérer ton stylo. Je le dis, c'est pour. Voilà, c'est celui pour jouer. Et tu veux pas montrer ta frémisse parce que j'ai parlé de toi, Olivier. Viens montrer, je suis en train de parler des lampes. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Viens là. Voilà, on a mis Olivier, c'est l'oreille. Alors quand on se fait des règles, il sert un peu fort, il écrase. Voilà. Merci. Voilà pour vous, Merci. la lumière pour la vie. Le petit génie sur le fil de la couleur, mais aussi des ondes de force. On ne vais pas trop parler de lui en même temps, mais c'est lui l'origine des lampes. Alors il y a deux types de lampes. Il y a des lampes professionnelles, mais finalement, l'idée du modulor. Le modulor, c'est toutes les couleurs dans le plan. Le corps vibratoire prend la couleur dont il a besoin, harmonisée avec toutes les couleurs. Bon. Ben, l'idée qu'on a eue, c'est de faire la même chose dans l'espace. C'est-à-dire, si on fait défiler toutes les couleurs en quantité égale, à toute vitesse, en respectant le nombre d'heures, on met la lumière blanche thérapeutique. Comme si on faisait une perfusion de particules d'énergie colorée en parfaite harmonie avec le corps vibratoire. Et donc, il est en train de développer tout ce côté-là, qui est des lampes qui sont à la fois éclairantes, thérapeutiques et décoratives. Et là, bah, moi, l'un de mes rêves, c'est que ça puisse se développer parce qu'on s'est aperçu que non seulement la lumière est thérapeutique, mais elle éclaire les gens. C'est-à-dire qu'elle facilite l'ouverture de conscience. Ça, c'est dans toutes les expériences qu'on peut faire. On s'aperçoit que les gens, ça ouvre les consciences. On peut dire comme ça. Ajoute narratif et informatif. Parce que ça remplace même la télé, puisque les lampes, elles produisent comme de la musique, mais dans un autre moyen de transport. Et elles racontent aussi beaucoup de choses. Et ceux qui s'exposent de plus en plus, on a des retours d'expérience d'usagers où ils voient, ils perçoivent de la géométrie et des kaléidoscopes qui ouvrent en fait toute la voie, on va dire, symbolique du cerveau. Elle déconnecte, elle dilue un peu le mental et elle enrichit toute la sensibilité du monde de la poésie et du regard sur le monde. Les gens ne croient pas, mais au bout d'un certain temps, même les plus cartésiens commencent à dire « Ah oui, quand même, ouais. » C'est assez surprenant. C'est pour ça qu'on essaye de développer ça, parce que c'est notre monde, vous avez bien remarqué, qui marche un peu sur la tête, qu'on est un Titanic qui est en train d'aller droit dans le mur, et qu'il faut commencer à tourner là-bas, et que ça fait partie pour nous des moyens d'aider les gens à faire la prise de conscience. Ben voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Donc je ne vous ai pas donné des trucs très précis, comment on fait tout ça, donc vous pouvez l'apprendre quand vous voulez, mais au moins vous avez une petite idée de l'importance que ça peut avoir dans nous. Et l'un de mes rêves, en plus de diffuser un maximum les lampes, c'est d'apprendre ça aux enfants. Parce que, je dis encore une fois, un enfant de 7 ans, en 10 minutes, si ça l'intéresse, il sait faire. Il sait faire un soin énergétique. Il sait faire un équilibrage assez proche. Donc, en fait, il aurait pas retrouvé le médecin. Et ce qu'on fait, c'est un travail transitoire. C'est réinformer le territoire qui est déjà en vous, cette lumière que vous avez déjà en vous, les informations principales, vous les avez en vous, il faut juste les ramener dans votre conscience. Effectivement, les enfants, ils l'ont et ils s'effacent avec le monde, hein, on les fait rentrer dans la fonction. Et du coup, la lampe, c'est vous. Je dis souvent, la lampe, c'est vous. Ce n'est qu'une canne, ce n'est qu'un outil transitoire qui va réveiller votre potentialité de lumière à c'est celui qui est là. En fait, le corps physique est des lumières avancées. Et vous rallumez votre propre lanterne intérieure, les choses changent complètement. Et les enfants, plus ils peuvent le faire, plus ils ont un autre type de perception. Plus apaisés, plus ouverts au monde, tout en faisant le travail nécessaire de synthèse au monde. On doit aussi fonctionner dans le monde. Il a sa place, mais au lieu d'être perdu, aligné, comment il trouver sa place, déjà, là, ça change complètement la manière de s'y plonger, entre guillemets. Merci voilà. Olivier. Au bout du compte, la lampe, c'est vous. Alors, question. On va donner la parole, parce que là, j'ai parlé longtemps.
Comment vous expliquez certaines couleurs, comme par exemple la couleur bleue des portables, ou voilà, soient nocives en fait? Ah, alors ça c'est l'autre versant, le côté, la couleur peut être agressive. En fait, dans la lumière du soleil, vous n'avez pas ce qu'on appelle la règle du mercure. Quand vous avez une bande passante, vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais il y a des raies qui n'existent pas. On ne le voit pas, parce que, qui n'existent pas dans le soleil. Donc notre œil n'est pas habitué à ça. Et dans les lampes, dans les écrans d'ordinateur, la plupart, dans de nombreux lampes, en tout cas toute celle d'économie d'énergie, on a une raie bleue, deux raies bleues, ça dépend des domaines, dominantes. Or, cette raie bleue du mercure vient agresser l'œil. Dans l'œil, il y a trois cellules qui voient les couleurs. Donc, qui voient le rouge, d'autres qui voient le bleu, d'autres qui voient le vert. Celles qui voient le bleu sont les moins nombreuses et les plus fragiles. Donc, cette raie bleue à laquelle l'œil n'est pas habitué, va contribuer à détruire la lecture du bleu dans les yeux. D'ailleurs, en Allemagne, ils avaient repéré il y a déjà quelques années 2 millions de dégénérescences maculaires, de dégénérescences de la rétine. Probablement liée à ça. Elle est trop intense. Elle est au-delà du seuil de sensibilité acceptable par l'homme. Si elle fume dans l'ensemble, ça fait une érosion. Et il y a un autre phénomène, c'est que ça décale les rythmes circadiens. Alors voilà, en plus de ça, ça va agir sur le système hormonal par l'intermédiaire de l'hypophyse qui est derrière. Donc non seulement sur le système hormonal, mais sur le rythme circadien. Donc ça perturbe beaucoup de choses. Alors, pourquoi est-ce que notre société a choisi ces lampes toxiques? Ça pose des questions de fond, parce que c'est la même chose pour les champs électromagnétiques. Nous, on utilise la Kolsky, on utilise les champs magnétiques qui sont des ondes thérapeutiques. Pourquoi est-ce que sur les téléphones, comme pour les éclairages, on a choisi? Parce que c'est pour des raisons économiques. Moi, je me pose des questions quand même. Pourquoi est-ce qu'on a des éléments qui sont plutôt agressifs? Alors, qui savent? Moi, je pense que ça. On n'est pas spontané ou tout seul à savoir. Qui savent? Pour pallier ça, il y a des lunettes oranges, complémentaires du bleu, des lunettes jaunes, complémentaires du bleu. Les jaunes, c'est plutôt pour quand on conduit. Vous voyez que les phares, actuellement, les voitures sont éblouissantes. Quand on conduit la nuit avec des lunettes jaunes, on n'est pas et on arrive à conduire. Mais l'orange est trop sombre pour utiliser la nuit. Par contre, ceux qui travaillent beaucoup sur l'ordinateur, ils ont intérêt à mettre des lunettes oranges. Donc le but, c'est d'atténuer et de moins s'exposer. Et effectivement, passer 18 heures, l'horloge biologique change, et là le bleu devient plus significatif, parce que on a été programmé depuis longtemps au rythme solaire, donc le couchant change de couleur. Et ça envoie des informations à notre biologie qui préparent le corps au sommeil. Donc si on reste dans le bleu, on décale cette horloge et on empêche les hormones de fonctionner normalement. D'ailleurs, les gens qui regardent beaucoup les ralentir l'exposition au bleu petit à petit et en même temps s'acclimater. Au lieu de lutter contre, c'est freiner et moins s'exposer pour aussi petit à petit transmuter, c'est-à-dire s'adapter petit à petit à un poison. Sinon, on va tomber dans la lutte de lutter contre, j'ai peur des bleus, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, ça ne va pas aider non plus. Et si vous ne regardez pas souvent la télé, si vous ne regardez pas souvent en moniteur le soir, le jour où vous regardez un film pendant 2 heures à la télé, vous avez du mal à voir. Il y a des cycles de couleurs qui viennent déranger votre cycle. En tout cas, les écrans à rétroéclairage LED. Paradoxalement, les écrans à radiation à tube, il y avait une toxicité un peu différente, et surtout, il y avait un genre de champ électromagnétique qui pouvait même limite endormir. Oui, il y en a qui s'endorment dans la télé. Sur un écran, c'est différent. Sauf si vous allez consommer des produits particuliers. Voilà, ça répond à ta question. Vous avez d'autres. Moi, ça ne vous a pas trop de surprise, mais j'ai raconté. Pourquoi le 50 Hz tout simplement? Pourquoi? Alors ça, c'est une guerre historique, technologique entre les normes de l'électricité. C'est très délicat, il y a plusieurs scénarios, je ne saurais pas y répondre précisément maintenant, je peux vous en développer. Mais le 60, on est sur la base hexagne, la base 6 par rapport au temps, qui me paraît beaucoup plus naturel. Et le 50, mais forcément, entre l'outre-Atlantique, les Anglo et les Franco, il y a toujours eu des petites bagarres, et donc, voilà. Qui c'est qui a gagné? C'est les Anglais? Le 60 est beaucoup plus répandu planétairement quand même. Ah, c'est d'accord. C'est les différences entre les. Après, c'est une histoire de mathématiques, de règles de champ, mais du coup, bon. Je préciserai, ça je peux préciser plus précisément ce genre de choses.
Mais là aussi, c'est des luttes de chapelle, des ministères, en fait, des écoles, et chacun veut imposer une forme de dictat de vérité, comme pour l'éclairage. Pourquoi tel indice de couleur? Comment la norme de la lumière est définie? C'est une norme technique, c'est-à-dire c'est utilitaire. C'est-à-dire on balance de la puissance lumineuse, basta, on s'en fout du reste. Pour la plupart des gens, la lumière, ça fait rien. Ça n'a pas d'impact sur la vie, sur la psychologie. C'est pourtant ancien comme connaissance, on le redécouvre, mais c'est pas forcément entendu par l'ensemble. Donc je vous laisse deviner, les gens vont à l'essentiel, ils préfèrent mettre des panoplies de néon parce que c'est pas cher et c'est une couleur dite technique, une lumière technique, mais en fait ça vous écrase. Et là, je ne vous ai pas développé ce côté-là, mais la dépression saisonnière est liée à la poubelle de lumière. Donc les gens qui sont enfermés tout le temps dans l'air artificiel, ben, ça favorise des dépressions. Et donc il y a une thérapie par la lumière blanche qui d'ailleurs me pose des problèmes, je n'ai pas de réponse parce que, à mon avis, ils font de la lumière blanche avec des. Oui, il y a quand même la luminosité, 80% de la luminosité dans la lumière est dans le bleu. Mais la lumière la plus acceptable biologiquement, c'est le vert. Et globalement, le soleil est plus vert qu'on ne le pense. Moi, on voit jaune ici, le ciel est bleu. Je vous laisse deviner. Pourquoi? C'est la porte de l'air. Si vous voulez rêver une tard le soir sans avoir mal de crâne, vous mettez de la lumière verte. Et c'est pour ça qu'on trouve des antiques lampes vertes chez les comptables, dans tous les anciens bureaux qu'on trouve dans les décors un peu des années 50. Mettez du vert, vous allez voir, vous travaillerez même la journée. Vous faites quelques minutes de lumière, de lunettes avec des filtres verts. Quand les gens ont l'expérience pour la nuit, on ne sait pas quand ils dorment. Ça, c'est complètement différent. On peut veiller sans stimuler son cerveau et c'est beaucoup plus apaisant comme lumière. Il y a plein de choses comme ça au quotidien. Après, tout le monde utilise des formations. Enfin, une partie de l'énergie de la couleur est utilisée à des fins marketing. Le neuromarketing connaît très très bien le code des couleurs pour vous faire acheter et vous donner envie d'aller là où ils ont envie. Donc regardez bien, vous prenez la liste de vos produits, vous listez les couleurs, vous allez voir, elle va apparaître quelque chose. Là, on n'est pas dans la chromothérapie, mais dans la chromomanipulation. Donc ça, vous pouvez vous renseigner auprès d'un autre chercheur, il y a tout un collectif, vous prenez le livre de Jean-Gabriel Causse, qui s'appelle L'étonnant pouvoir des couleurs, et là il fait un état des lieux psycho-émotionnel. Donc toutes les observations qu'on a pu faire comportementales dans les immersions des couleurs dans les bâtiments, c'est-à-dire même des couleurs solides de type peinture agissent déjà d'une manière. Mais alors la lumière, encore plus. Et il commence à étudier ça aussi, même pour les zones de vie, hôpitaux, classes, mais dans notre pays, c'est pas encore la fête. Mais ça vient. Ça fait 40 ans que Dominique qui milite pour cette idée-là, mais ça met son temps petit à petit. Mais merci de venir écouter et prendre un petit bout de l'information pour vous-même. Déjà, ça aide le monde à avancer. C'est formidable déjà. Voilà. C'est bon? Ça vous convient? On peut s'arrêter là. Merci de votre attention. Merci. On continue dans ce déroulé. À mardi prochain.